Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord commencer par vous saluer pour tout ce que vous venez de dire. Vous remercier aussi de faire des propositions. Vous savez, souvent, ce qui arrive chez nous, c'est que les gens se plaignent, mais ne disent pas ce qu'il faut faire. Or, comme on dit, il vaut mieux discuter avec les gens pour savoir leurs préoccupations et ensuite agir. Il y a les mesures d'ordre général que l'État prend, mais chaque zone a peut-être des besoins ou des préoccupations spécifiques que les ressortissants de cette zone ou cette région sont les mieux à même d'identifier et de les exposer aux autorités. C'est ce que vous venez de faire. Je voudrais aussi vous remercier pour le courage. Vous savez, moi je suis bien placé pour vous dire que quand on croit à quelque chose et à la justesse de quelque chose, il faut le dire, même s'il y a des risques. Je sais qu'aujourd'hui, comme vous dites, dénoncer certains actes, c'est prendre des risques. Peut-être pour vous et peut-être pour vos parents. Mais le courage de dénoncer aussi fait partie de la lutte, de la contribution à la réussite, de la lutte pour le retour de la paix dans notre pays, pour la réussite de la transition. Parce que l'objectif premier de la transition, c'est de ramener la paix, la concorde dans notre pays. Vous avez commencé effectivement par vous dire très fier des autorités de la transition, à commencer par le président et le chef du gouvernement et toutes les institutions de la transition pour le travail de sécurisation du pays et d'affirmation de la souveraineté de notre pays et de son indépendance. C'est l'avis de l'écrasante majorité des Maliens. Si le gouvernement a osé, a pris l'initiative de poser un certain nombre d'actes, de tenir certains discours, c'est parce qu'il sent qu'il a le soutien du peuple. Sans le soutien du peuple, le gouvernement n'allait pas être engagé aussi loin dans l'affirmation de la souveraineté de notre pays, de son indépendance dans les prises de décision et de position et dans la diversification des partenariats pour assurer la sécurité des citoyens. C'est parce que le gouvernement sait très bien que c'est la volonté de l'écrasante majorité des Maliens. Et vous en êtes parti, vous en faites partie, et le fait que vous le dites, c'est toujours bien, ça encourage le gouvernement. Parce que quand vous êtes au service d'une cause, de quelqu'un, dans le cas d'espèce du peuple malien, il est toujours bien de savoir, même si vous pensez que vous faites bien le travail, que la personne, le groupe ou la communauté au nom de laquelle vous travaillez, de temps en temps, revient pour vous dire que ce que vous faites, ça me convient. Le travail que vous êtes en train de faire pour moi me convient totalement. Et donc lorsque des composants de notre peuple, comme vous, les ressortissants de certaines régions, viennent exprimer leur soutien et leur fierté du travail des hautes autorités de la transition, je pense que ça les encourage aussi à ne plus retourner en arrière. Aujourd'hui, la hantise de beaucoup de Maliens, c'est de dire attention, surtout ne retournez pas en arrière, surtout ne vous arrêtez pas en si bon chemin, surtout n'hésitez pas, allez-y, vous avez le soutien du peuple. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire dans mes discours que le destin de la transition s'est joué en partie un certain 14 janvier 2022.
lorsque le président de la transition, à la suite de l'embargo de la CEDEAO et de l'UEMOA, embargo qui était destiné à faire effondrer l'État malien en 10 jours à 2 semaines, lorsque cet embargo a été pris le 9 et que le président de la transition a lancé un appel au peuple malien de sortir pour soutenir le gouvernement, si les Maliens n'étaient pas sortis ce jour-là, je crois que le gouvernement n'aurait pas tenu jusqu'ici. C'est la sortie de ce jour qui a renforcé la légitimité du président de la transition, du gouvernement et toutes les autorités de la transition. Il a renforcé cette légitimité aux yeux de la communauté nationale et internationale. Et beaucoup de pays ont commencé à se dire ce gouvernement, au lieu qu'il tombe, au lieu qu'il soit désavoué par la population, se trouve porté au nu par la population. Ça veut dire que ce qu'il dit et ce qu'il fait correspond aux aspirations de cette population. Si les Maliens n'étaient pas sortis ce jour, je crois que nous, on aurait tiré les conséquences. Et cette sortie, c'était sans distinction de partis politiques, de régions, de groupes ethniques, de considérations religieuses. C'est tous les Maliens. Jamais dans l'histoire contemporaine de notre pays, aucun mot d'ordre n'a mobilisé plus de 4 millions de personnes en une journée. Je crois à part le jour de la proclamation de l'indépendance, rarement un événement aura autant marqué les esprits. Il y a eu des événements politiques qui se sont passés dans notre pays, de grande envergure aussi. Mais le 14 janvier 2022 est une date qui marque un grand tournant dans le processus de reconquête de la souveraineté, de l'indépendance véritable de notre pays. Et ça, c'est à l'honneur, à la gloire du peuple malien et de tous ses enfants, de toutes les régions, de toutes les ethnies, de toutes les religions, de toutes les professions. Je voudrais donc vous saluer pour cela. Vous êtes dit aussi prêt à être enrôlé dans l'armée. Ça aussi, c'est une position courageuse. En période de guerre, les citoyens disent nous sommes prêts à aller dans l'armée pour défendre notre pays. C'est la philosophie du gouvernement parce que nous sommes convaincus que personne ne viendra défendre notre pays à notre place. Personne. Il ne faut pas se tromper. La communauté internationale peut nous appuyer, mais c'est les Maliens et les Maliens seuls qui doivent défendre leur pays. C'est pour cela que le gouvernement prévoit des recrutements massifs dans l'armée pour avoir un niveau critique de forces de défense et de sécurité qui peuvent quadriller le territoire et assurer la sécurité des personnes et de leur vie. Parce que toute proportion gardée, le nombre de personnes affectées à la sécurité proportionnellement au nombre de la population est extrêmement faible chez nous. Et donc, cette politique de rattrapage, qui est un choix du gouvernement, vous êtes dit prêt, déjà sans qu'on vous le demande, à y contribuer en vous tenant prêt pour être enrôlé dans les forces armées de sécurité. Je crois que c'est un message à toute la jeunesse malienne, de toutes les régions. J'ai remarqué aussi dans les présentations, vous avez tous les groupes ethniques qui sont dans la zone. Ce n'est pas seulement des Dogons. On dit village Dogon, mais j'ai entendu parler de Diallo ici. Ça aussi, c'est une force, une caractéristique de votre organisation. Vous savez, la grave crise que nous faisons, la crise intercommunautaire, en réalité, si vous vous souvenez, je l'ai répété ici récemment devant les responsables de Dina Dogon, en 2015, les premières victimes du terrorisme qui se sont réfugiées au Burkina,
Mais Tabita Poulakou et Dana Massogo se sont rendus chez eux au Burkina pour les voir, discuter avec eux. Et ils sont venus rendre compte aux autorités. C'est parce qu'il n'y a pas eu de suite, en tout cas les suites attendues, que l'engrenage a pris. Et vous savez, les problèmes ethniques, les problèmes religieux, quand ils interviennent dans le débat, il y a peu de place pour la raison, la passion prend le dessus. En 2015, vous vous souviendrez, les terroristes, quelle était leur stratégie? Après s'être bien préparés au nord, en 2013-2014, fin 2014-2015, ils ont commencé dans la région du Mopti à assassiner d'abord les chefs religieux, les chefs traditionnels Peuls. Parce que souvent on oublie ça. C'est les Peuls qui ont commencé à assassiner d'abord, tous les notables qui peuvent leur dire non. Ensuite, l'autre technique, c'est de mettre le feu chez les Dogons, tuer les personnes, aller se réfugier dans les villages. Petit à petit, l'amalgame est venu. Et avec quelques dérapages, vous savez, quand le sang coule une fois, c'est terminé. Et donc chacun s'est cru, à partir du moment où l'État n'assume pas ses missions régaliennes, chacun a cru qu'il faut qu'il se défende. Et on est allé vers les milices d'autodéfense, qui ne sont pas une bonne solution. L'expérience a montré que c'est l'État seul qui peut véritablement assurer la sécurité des citoyens. Les milices d'autodéfense, effectivement, à des moments critiques, peuvent apparaître comme des solutions d'urgence, mais sur la durée, il ne faut pas se tromper, il n'y a que l'État qui doit assurer la sécurité des citoyens. L'expérience a montré qu'à l'intérieur des milices d'autodéfense, c'est comme dans toute société, il y a toutes sortes de personnes. Et il y a acquis la légitimité aux yeux des populations. Il y a certains qui utilisent cette légitimité pour régler des comptes souvent personnels, pour travailler à leur propre profit. Toutes les organisations armées dans l'histoire, que ce soit les mouvements du Nord, les mouvements Gandakoy, aujourd'hui Dana Massogo, d'autres organisations, il y a toujours des personnes à l'intérieur qui saisissent cette situation de malheur pour travailler pour leur propre compte. Il n'y a que l'État qui doit être acquédissant et qui est acquédissant de tous les citoyens. Et pour vous dire que l'État perçoit bien cette situation, le président, devant moi-même, a l'habitude de donner des instructions au ministre de la Défense, à tous les membres du gouvernement, pour dire que les mouvements d'autodéfense, quels qu'ils soient, quelle que soit la région, il faut être vigilant avec ces mouvements. Parce qu'il y a des dérapages qui sont faits au nom des mouvements. En fait, les populations deviennent même esclaves, non seulement des terroristes, mais souvent des mouvements qui sont censés les défendre. Et le président de dire qu'il n'y a que l'armée nationale qui doit assurer la défense des citoyens. Si des gens sont armés et qui veulent intégrer l'armée, à la faveur du désarmement, ils n'ont qu'à intégrer l'armée. Mais à terme, l'État ne peut pas accepter des milices, quel que soit le groupe ethnique. Et donc vos doléances seront transmises à qui de droit, au bon endroit, au bon moment. Et je crois que les conclusions idoines seront tirées. Surtout que, comme je vous l'ai dit, le président est déjà sur cette lance, parce qu'il a ces informations-là à son niveau. Ce n'est pas seulement dans votre zone, dans beaucoup de zones où il y a les mouvements d'autodéfense, les populations se plaignent de plus en plus des amalgames souvent qui sont faits. Et souvent, quand les populations ne sont pas victimes des terroristes, elles sont victimes de certaines personnes. Je ne dis pas tous les mouvements, mais il y a certaines personnes dans les mouvements qui profitent pour leur propre compte pour terroriser les populations, les enlever, les soumettre à la paiement d'impôts, de taxes, de redevances de tout genre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plus qu'hier, il y a un fort besoin chez les populations, un besoin d'État. La présence de l'État sous toutes ses formes. Tout ce que vous venez de dire va être transmis
acquis de droit, je vous demande, en plus des documents que vous me remettez, de me saisir avec le même contenu, par écrit. Je vais le transmettre à acquis de droit par écrit, parce que la continuité de l'État aidant, pour au moins qu'il y ait des traces. C'est très important, parce qu'un courrier qui rentre dans le circuit normal, a au moins l'avantage de ne pas se perdre, n'est-ce pas? Donc, dès demain, je rendrai compte à acquis de droit de votre souci, mais écrivez à toute fin utile pour que ça aille dans le circuit administratif, ce dont vous venez de parler. La problématique des enlèvements, des obligations à payer, des redevances, je ne sais pas comment on les appelle, en tout cas des rançons, exactement, c'est ça le terme, des rançons contre libération, contre ceci, contre cela. C'est des choses auxquelles l'État doit mettre fin. Effectivement, la destruction des us et coutumes, la zone dont vous parlez, par excellence, c'est une zone de conservation des véritables valeurs au Mali, d'intégrité, d'honnêteté, de courage. Ça, personne ne le nie, c'est d'ailleurs une des caractéristiques de la communauté Dogon. Même si maintenant il y a beaucoup de petits cousins à Bamako qui ne se donnent pas l'exemple. Mais la communauté Dogon a cette caractéristique d'être conservatrice des anciennes valeurs de notre société. Donc quand effectivement, il y a des enlèvements, des paiements de rançon, n'est-ce pas? Ça, c'est une destruction véritablement des us et coutumes de votre communauté, de notre communauté. Vous avez la problématique de l'insécurité alimentaire, qui est aujourd'hui l'un des principaux soucis du gouvernement. Après la sécurité physique des citoyens, la problématique de la sécurité alimentaire fait partie des toutes premières priorités du gouvernement. Parce que dans beaucoup de localités, les populations ont été empêchées de cultiver. Là où ils ont cultivé, on les a empêchés de récolter quand on n'a pas brûlé avant. Et là où ils ont pu récolter, on les a dépossédés. Ce qui fait que dans une bonne partie du territoire aujourd'hui, les populations, malgré elles, n'ont pas de quoi vivre. Et la campagne qui s'annonce, la campagne agricole qui s'annonce, pose beaucoup de soucis. Les paysans sont partagés entre avoir de quoi vivre au quotidien et avoir de quoi s'aimer pour préparer l'année d'après. C'est pour cela que vous aurez remarqué dans pratiquement toutes les rencontres que nous avons avec les partenaires aujourd'hui, la question de l'aide humanitaire devient récurrente dans nos discours. Parce qu'aujourd'hui, les groupes terroristes, vous savez, avant ils avaient des bases logistiques, ils avaient le carburant, les armes, ils s'entraînent. Toutes ces bases sont détruites sur nos territoires aujourd'hui. Dieu merci. Toutes les bases terroristes sont détruites. Donc qu'est-ce qu'ils font? Par petits groupes, ils tombent sur des villages, ils tuent les gens, ils prennent leur bétail ou ils les chassent. Donc c'est une nouvelle phase de la lutte à laquelle je crois que le commandement militaire est en train de chercher des solutions. La guerre asymétrique, c'est une autre forme qu'il prend maintenant. Parce qu'ils n'ont plus de sanctuaires. Tous les sanctuaires ont été détruits. Et vous avez remarqué, chaque semaine dans les comptes rendus de l'armée qui sont faits, c'est des dizaines et des dizaines de terroristes qui sont éliminés. Des armes saisies, des munitions saisies, des lieux de fabrication d'explosifs saisis. C'est une guerre sans merci que l'armée mène aujourd'hui. Et elle le mène à merveille. Il ne se passe pas un jour tant qu'il y a des opérations militaires sur l'ensemble du territoire national, sur toutes les parties du territoire national. Et les militaires tombent tous les jours. Malgré tout, ils ont une détermination sans faille. Sans faille. J'ai parlé récemment avec des journalistes qui étaient sur le théâtre des opérations et un m'a dit que l'engagement qu'il a vu chez les militaires, si ce n'est pas que lui-même il était là-bas, il n'allait pas croire.
l'image qu'on a vendue du militaire malien il y a quelques années, où ceux qui sont responsables, les politiciens eux-mêmes qui ont organisé ça, c'est eux qui se moquaient des militaires pour dire qu'ils fuient. Il dit qu'aujourd'hui, quand ils les voient sur le terrain, c'est-à-dire la mort là, c'est le dernier de leurs soucis. Ils sont tellement engagés et déterminés que ça donne la fierté. Il dit, mais en fait, c'est ça l'armée malienne. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Noirs qui partaient au front, on appelait certainement tirailleurs sénégalais, tous ceux qui viennent. Mais c'est les soldats venus du Soudan. C'est les plus courageux, les plus engagés. Personne ne peut le nier. Au point que dans les milieux, la langue de communication, c'était le bambara. Entre les militaires eux-mêmes. Donc un peuple comme ça, on ne peut pas dire que c'est des fuyards. Donc aujourd'hui, on est retourné aux fondamentaux du caractère véritable du Malien, du Soudanais. Pourquoi? Parce que le leadership a changé. Pourtant, c'est les mêmes militaires, c'est le même pays, c'est les mêmes adversaires. Parce que le leadership a changé. Vous avez aujourd'hui un chef d'État, un chef supérieur des armées, comme on le dit dans le langage chez les anglophones, le commandant chef des armées, qui s'est fixé comme priorité de libérer le pays du terrorisme. En sachant que la sécurité vient avant tout. Sans la sécurité, il n'y a rien d'autre. Vous ne pouvez pas exercer votre religion, vous ne pouvez pas dormir, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas cultiver. Donc il faut la sécurité d'abord. Et pour qu'il y ait la sécurité, il faut que les soldats soient mis dans les conditions. Et c'est dans ces conditions que le président a travaillé pour mettre l'armée. Il le fait d'autant plus que lui-même, il était sur le terrain. Il a fait presque la moitié de sa vie sur le terrain militaire. Donc on ne peut rien lui raconter. Il n'a pas besoin de notes techniques pour savoir ce qu'il faut faire pour les militaires. Lui-même, il l'a vécu. Depuis 2002 jusqu'en 2020. Ça fait 18 ans sur ces 38 ans. Et le gouvernement n'a ménagé aucun effort. Tout ce qui a pu être mobilisé a été donné à l'armée. 25% du budget national. Même les 100 et quelques milliards d'économies qu'on a fait sur le train de vie de l'État en 2021, 70 milliards ont été donnés à l'armée encore, pour renforcer ses capacités, pour la mettre en condition d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais le terrorisme, c'est comme une maladie qui a fait des années à gangréner le corps. Ça fait 20 ans que ça gangrène le corps du Mali. Donc une maladie qui a fait 20 ans à gangréner le corps, c'est difficile de le soigner en quelques mois. Mais malgré tout, du déclenchement des opérations de la grande offensive militaire en décembre, fin décembre 2021 à aujourd'hui, les résultats atteints sont supérieurs à tout ce qu'on a fait pendant les 30 dernières années. On a équipé notre armée en un an plus que les 30 dernières années réunies. Aujourd'hui, nous pouvons agir sur n'importe quelle partie de notre territoire sans avoir besoin de l'autorisation de quelqu'un, sans avoir besoin de l'appui de quelqu'un. Celui qui nous appuie, c'est très bien, même s'il refuse, nous-mêmes on comble le vide, sans avoir besoin d'être approuvé ou non par quelqu'un. On peut le faire aujourd'hui. Il y a un an, ce n'était pas facile. Quand nos soldats tombaient dans des combats, qui peuvent durer des heures, on n'a pas les moyens de leur apporter des soutiens. Ils peuvent tomber en panne de ceci, on n'a pas les moyens de les ravitailler. Aujourd'hui, on a les moyens. Il y a les avions de transport, il y a les avions de combat, il y a les hélicoptères de transport, il y a les hélicoptères de combat. Tout cela, c'est en un an. Nos soldats ne peuvent pas tomber en panne de munitions aujourd'hui. Ça, c'est terminé, c'est le passé. Alors qu'il y a quelques années, nos soldats tombaient en munitions, en panne de munitions, où ils sont 200, il y a 150 qui ont des armes, ou 100 qui ont des armes, les autres n'en ont pas. Ceux qui ont les armes, il n'y a pas suffisamment de munitions. Ça, c'est terminé aujourd'hui. Donc c'est ce qui donne du courage à nos soldats. Le commandement donne l'exemple. Le président travaille pratiquement 24 sur 24. J'ai expliqué à certains que le 31 décembre, à minuit passé,
On avait une délégation parce que les deux vont ensemble, les missions militaires, politiques et diplomatiques. C'est après minuit et quelques, une délégation est venue de l'extérieur pour aller lui rendre compte presque à 1h. Moi, je l'appelais, il était encore au bureau. Bon, certains ne comprenaient pas, certains étaient en train de fêter pendant ce moment, mais chacun joue son rôle. Donc aujourd'hui, l'armée est prise en main, les soldats sont mis dans les conditions, ils sentent qu'ils ont une dette à payer parce que le peuple aussi les soutient. Toutes ces manifestations de soutien, personne ne parle aujourd'hui qui n'applaudit pas à l'armée. Même ceux qui sont contre la transition. Bon, ils disent, vous voyez, sur le plan sécuritaire, vraiment ça va, c'est sur les autres plans que ça ne va pas. Comme il ne peut pas dire que tout est mauvais. Tout le monde sait que tout est lié en réalité. Il a bien fallu qu'il y ait des choix pour que sur le plan sécuritaire ça marche, sinon c'est les mêmes militaires, c'est le même pays. Et ce choix-là, il est politique. Ah, mais vous entendez les gens, oui, oui, sur le plan sécuritaire, vraiment ça va. Mais sur les autres plans, ça ne va pas. Le Premier ministre, ça ne va pas. Mais merci le ministre de la Défense, le président. En oubliant que c'est un ensemble. Le Premier ministre n'a pas de ministère qui dirige. Il coordonne l'action gouvernementale. Donc tous les ministres, mais comme les ministres sont passés à la télé maintenant, je pense que chacun a compris que... C'est pour vous dire que vos soucis sont les nôtres, sont ceux du président de la transition. Et nous travaillons à cela. Notre objectif, les 2 ans que nous avons proposés à la CEDEAO, notre objectif c'est que d'ici 1 an, nous puissions pacifier totalement notre pays et créer les conditions d'organiser les élections. Parce que ce qu'on voulait nous faire faire, c'est faire semblant d'organiser des élections, élire un président qui sera illégitime parce qu'une bonne partie de la population n'aura pas voté pour lui, qui sera élu dans des conditions très confuses, donc très faible dès son installation, qui va être obligé de s'adosser à ce qu'on appelle la communauté internationale pour avoir un semblant de légitimité. Et à partir de ce moment, on lui dicte les conditions qu'il veut, comme ça a été fait par le passé. Maintenant, on veut un président qui va être élu démocratiquement par les Maliens et qui n'a de compte à rendre qu'au peuple malien et non pas à quelques partenaires que ce soit à l'extérieur. Pour cela, il faut créer les conditions. C'est pour cela que nous disons toujours que quand vous voulez apprécier la transition malienne, quand vous voulez apprécier les autorités de la transition, il y a un certain nombre de critères qu'il faut avoir d'appréciation. C'est de vous poser la question, avant que ces autorités ne viennent, qu'est-ce que les Maliens demandaient? Qu'est-ce qu'ils voulaient? C'est à partir de là que vous pouvez les apprécier. C'est comme un président qui est élu. Vous vous dites, mais quand il se faisait élire, qu'est-ce qu'il a promis? Maintenant, où est-ce qu'il en est avec les promesses? S'il les respecte, on vote pour lui encore. S'il ne les respecte pas, on le renvoie. Mais comme notre système est truffé et truqué, même quand on ne veut pas, il est obligé, il reste, il truque pour rester. Donc, c'est pourquoi je répète, chaque fois que je rencontre un groupe, je leur dis, j'ai dit aux gens de noter. Chaque fois que vous êtes dans les discussions, ça c'est mauvais, ça c'est pas mauvais. Il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? Quand les Maliens étaient dans la rue, avant que le pouvoir ne change, qu'est-ce qu'ils demandaient? Ils demandaient, plus de sécurité. Aujourd'hui, personne de bonne foi ne peut pas dire que la donne n'a pas changé. Complètement. Aujourd'hui, c'est l'armée malienne qui terrorise les terroristes. La peur a changé complètement de camp. Mais le travail n'est pas fini. L'hydre continue, comme je vous dis, les nouvelles techniques, c'est par petits groupes attaquer des villageois, les terroriser, les chasser, faire des enlèvements, prendre des rançons. Premier objectif du soulèvement. Le deuxième, les Maliens disent tous les problèmes là sont partis d'où? Le soulèvement. C'est à partir des résultats des élections qui ont été contestés. Donc il faut faire en sorte que la prochaine fois, on minimise les risques de contestation des élections. C'est ce qui nous a amené à dire qu'il faut mettre l'organe unique indépendant. Ça fait trop de problèmes, mais il fallait le mettre, il ne fallait pas céder sur ça. La troisième chose, c'est les réformes politiques et institutionnelles. Ça fait 20 ans que les présidents veulent faire des réformes, à la fin, ils annulent.
soit parce que la population n'est pas d'accord, ou on ne les comprend pas, ou on les soupçonne de quelque chose. En 2001, le président a voulu faire une réforme constitutionnelle. La loi a été votée. Le décret a été pris pour convoquer le collège électoral. À la dernière minute, le président a annulé parce qu'il y avait des risques. En 2011, le président a élaboré la nouvelle constitution. Entre-temps, le régime a changé. En 2017, le président a voulu modifier la constitution. Il y avait un risque de soulèvement, il a reculé. L'accord pour la paix et la réconciliation a été signé depuis 2015. Il y a des réformes qu'il faut faire dans la constitution qui ne sont pas faites. Le processus électoral nécessite des réformes. La CEDEAO, et c'est là où vous voyez les contradictions dans le comportement des organisations internationales. En 2018, lorsqu'il y a eu la crise post-électorale après l'élection présidentielle, la CEDEAO a envoyé une mission ici, de haut niveau, dirigée par le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, qui a assuré en son temps la présence en exercice de la CEDEAO. Elle a déposé un rapport en octobre 2018. Et dans ce rapport, c'est écrit noir sur blanc qu'on ne doit plus organiser des élections en République du Mali sans faire les réformes politiques nécessaires. Octobre 2018. Donc si vous ajoutez les différentes réformes que les présidents ont voulu faire, plus cette recommandation de la CEDEAO, le gouvernement n'a pas fait tout cela. Il est allé aux élections, il s'est entêté pour aller aux élections, le résultat il est tombé. Donc les réformes politiques institutionnelles. Troisième revendication de notre peuple. La deuxième revendication, c'est la lutte contre l'impunité et la corruption. L'impunité, c'est les disparitions forcées. Il y a un journaliste qui a disparu, on ne sait pas comment il est mort. Il faut élucider les conditions de sa disparition. L'impunité, c'est que dans le temps, on prenait des gens, on les bastonnait, on les laissait pour morts. Quelque part, on les laissait. Il faut arrêter ça. Mais surtout, la corruption. On ne peut pas accepter que dans un pays, le peuple donne tous les moyens à son armée, tout ce que l'armée a demandé, et que des soldats aient faim, aient soif, manquent de munitions, manquent d'armes sur le terrain. Pour rappel, à la fin de la transition de 2013, le gouvernement, en son temps, du temps du général Amadou Aya Sanogo, le gouvernement avait évalué à 400 milliards de francs CFA le montant qu'il faut pour rééquiper l'armée la mettre en condition. Ce qu'on appelle la loi d'orientation et de programmation militaire. 400 milliards de francs CFA. En 2013. Quand il y a eu les élections, le nouveau gouvernement a réévalué la monnaie à 1230 milliards. Le peuple malien a accepté. Même l'opposition a voté. Personne n'a trouvé à redire. Quand ça s'est fait, on ne peut pas accepter que des soldats meurent sur le terrain parce qu'ils ont faim, parce qu'ils manquent d'eau. C'est le ministre de la Défense qui l'a dit devant les députés en 2018. Ils ont faim, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de munitions. Ou ils font des combats, ils meurent, on ne peut pas rapatrier les corps parce qu'on n'a pas de quoi les transporter. Alors que les moyens demandés ont été votés et distribués. L'armée a demandé l'achat de 6 hélicoptères de combat, de 4 avions, plus d'autres équipements. Tout a été donné. On vient se rendre compte que ces 6 hélicoptères, on n'en a eu que 4. On n'en a eu que 2 au lieu de 4. Et les 2 sont des vieux hélicoptères d'occasion qu'on avait achetés au prix du 9. Sur 6 avions, on n'a eu que 4, avec des options qui manquent. Des surfacturations inacceptables, des citernes qui coûtent 26 millions qu'on facture à 250 millions, des camions de transport qui coûtent 40 millions qu'on facture à 400 millions. Ce que je vous dis là, ce n'est pas de la propagande, c'est des documents que l'opposition avait élaborés en son temps et a demandé au Parlement de faire des enquêtes pour comprendre. On a refusé. Donc dans la rue, le peuple a demandé la lutte contre la corruption et l'impunité. Ça, c'est la 4e revendication. Et enfin, vous savez que quand l'accord a été signé, l'accord d'Alger,
une bonne partie de notre opinion publique n'était pas d'accord parce qu'ils ont dit que c'est pour diviser le Mali. Il y a une partie qui a accepté en disant que la paix n'a pas de prix. Si ça peut amener la paix, il faut signer. Et puis il y a ceux qui sont dans le gouvernement qui estiment que c'est la solution. En tous les cas, notre peuple est resté divisé. Le rejet de la révision constitutionnelle de 2017 était motivé essentiellement par le fait que les citoyens croyaient qu'en appliquant l'accord comme tel, ça va diviser le Mali. C'est pour cela qu'à tous les grands forums, les Maliens demandent la relecture. Mais il y a des articles dans l'accord qui disent que ça doit être consensuel. Donc les deux parties doivent s'entendre. Donc ce que nous disons, l'accord c'est un engagement de l'État malien devant le monde entier. Donc on ne peut pas le remettre en cause. Par contre, dans sa mise en œuvre, il faut veiller à ce que les craintes des Maliens ne soient pas réalisées. Ce que les Maliens craignent, c'est quoi? Il y a l'unité de notre territoire, l'unité nationale. L'intégrité du territoire national. La souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire national. La forme laïque et républicaine de l'État. Que chacun exerce sa religion. Les musulmans, les chrétiens, les féticheurs, les athées, ou bien certains dogons qui n'ont rien, qu'ils exercent pleinement leurs droits de citoyens, sans référence à leur religion. Voilà ce qu'on appelait application intelligente de l'accord. Donc appliquer l'accord, mais en veillant à prendre en charge les soucis des Maliens. Voici les 5 revendications autour desquelles le peuple s'était mobilisé. Je répète, la sécurité, un organe unique indépendant pour des élections transparentes, les réformes politiques et institutionnelles, la lutte contre la corruption et l'impunité et la mise en œuvre, on a ajouté intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation. Bon, ces revendications-là, c'est à ça que le gouvernement est resté collé. C'est ce qui explique sa popularité. Le président est resté collé à ces revendications du peuple. C'est pour cela que chaque fois qu'il y a des problèmes, quand le peuple s'interroge, dans sa grande majorité, il se dit, bon, ce gouvernement, qu'est-ce que je peux lui reprocher? Donc les gens ont beau critiquer, ils ont beau parler. Ceux qui ont pris l'embargo dans le calcul que le gouvernement va tomber en 10 jours, je pense qu'ils ont changé d'avis maintenant. Parce que personne aujourd'hui ne discute plus le fait que la transition ne peut pas se ramener seulement aux élections. Il faut faire des réformes. Ce débat est clos. Il y a 8 mois, ce débat n'était pas clos. Chacune de ces revendications est prise en charge aujourd'hui. La sécurité, on en parle. L'organe unique, c'est dans la loi qui est sur la table du CNT. Les réformes politiques et institutions ont été prises en charge par les assises nationales. Dans quelques jours, la stratégie de mise en œuvre des assises va être adoptée par le gouvernement. La lutte contre la corruption et l'impunité, je n'ai pas besoin de commentaires, vous voyez vous-même ce qui est en train de se passer. Et l'accord pour la paix et la réconciliation, on est là-dessus. Aujourd'hui, il y a quelques blocages, mais je crois qu'ils vont être levés parce que le gouvernement a dit qu'il y a des préoccupations qu'il faut prendre en charge. C'est ça qui fait la force de ce gouvernement-là. Parce que les gouvernements qui deviennent impopulaires très vite, c'est quoi? Que ce soit des révolutions ou des gouvernements démocratiquement élus. Une fois qu'ils sont élus, ils s'installent, ils passent à autre chose, ils oublient c'est pourquoi ils sont venus. Tout le monde se rappelle en 2013, le président a eu 77%. Pourquoi? Parce que pour les Maliens, c'était l'homme de la solution au problème du Nord. Mais quand les gens se sont rendus compte que ce n'est pas ça, ils ont dit mais il y a une tromperie sur la marchandise. Et les problèmes ont commencé. Donc je reviens sur ça, parce que quand je rencontre les communautés, je profite pour vous expliquer comment on travaille. Pourquoi ceux qui sont contre cette transition-là, ils ne peuvent pas réussir. Et le président nous dit tous les jours, de temps en temps, au début chaque fois maintenant, de temps en temps, il rappelle au ministre en fin de conseil, il dit, n'oubliez pas que le centre de gravité du pouvoir là, c'est le peuple. Il faut tout faire pour que le peuple croit en ce que nous faisons. La deuxième chose qu'il dit au ministre,
Il dit même si on occupe tout le pays avec l'armée, même si on fait toutes les réformes, tant que le peuple a le sentiment qu'il y a l'injustice, les citoyens ne sont pas traités de la même façon, il n'y aura jamais la paix dans le pays. Mais ceux qui ont fait des fautes, il faut qu'ils payent. Voici la philosophie de ce gouvernement-là. Et c'est cette philosophie du président qui nous guide. C'est pourquoi on voit même comment la Premier ministre ni président de ou qu'elle est là, de Outegnon femme. Tout ça, c'est de la propagande. Parce que nous, on ne confond pas les rôles. C'est le président le chef d'équipe. Toutes les prises de position majeures que le Premier ministre fait, les déclarations majeures, les actes majeurs qu'il pose, c'est des actes qui ont été convenus avec le président. Ou en tout cas, validés par le président. Le Premier ministre n'est pas dans la nature comme ça, avec ses idées, en train de dire ce qu'il veut. Et dans le gouvernement, chacun joue son rôle. Est-ce que vous imaginez un ministre des Finances dans un pays en crise? Ça fait 2 ans qu'aucun partenaire ne donne un franc comme aide budgétaire. Les gens disaient qu'un pays africain ne peut pas vivre sans l'aide extérieure. Ça fait 2 ans. Je vous ai dit qu'on a équipé notre armée plus que les 30 dernières années réunies en Inde. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on augmente les salaires des agents de l'État en période de guerre. D'habitude, on les diminue. On a augmenté de 200 milliards les salaires des agents de l'État avec la nouvelle grille. Nous avons renfloué la CMDT qui était à terre. L'année d'avant, on n'a pas produit plus de 100 et quelques mille tonnes. On a fait près de 800 000 tonnes. On a payé les arriérés de la dette. On a financé la campagne cotonnière qui était financée d'habitude à 60% par les banques étrangères. Et les gens avaient prévu qu'après l'embargo, dans 2 semaines, le pays va tomber en panne sèche. Aujourd'hui encore, on paie les salaires, on équipe notre armée, on investit massivement. Mais quand un ministre des Finances fait ça, que quelqu'un aille en ville pour le critiquer, il n'est pas bon. Mais qui va le croire? La même chose. Les ministres des infrastructures, le souci des Maliens, c'est les rails. On a dit que les rails vont marcher d'ici la fin de l'année. Le train va rouler sur les rails. N'est-ce pas? Et la sécurité va revenir. Donc voilà pourquoi j'ai donné des exemples. L'éducation, je peux aller dans tous les domaines. Le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense, je peux prendre chaque ministre. Donc c'est comme ça que ce gouvernement l'a travaillé. Chaque semaine, hein, le président demande un compte rendu sur la situation alimentaire du pays. Et le ministre doit donner les stocks qu'il y a dans le pays, dans toutes les régions, chaque semaine. Pour que la famine généralisée ne gagne pas notre peuple. Parce qu'un peuple qui a faim, quand un homme a faim, il ne peut pas assumer sa dignité. C'est pourquoi après la sécurité physique, aujourd'hui la top priorité du gouvernement, c'est d'assurer le minimum vital aux Maliens pour que personne ne meure de faim. C'est pour vous dire donc que vraiment tout ce que vous dites, ça nous fait chaud au cœur. Moi, je vais rendre compte au président. Et il a les moyens de suivre, il ne faut pas vous tromper, tous ces débats-là. Il a les moyens de savoir ce qui se dit. Je vais lui rendre compte. Et saisissez-moi par écrit, je vais les imputer aux différents ministres pour que chacun voit ce qu'il peut faire. Et en quoi vous dire que tout ce que vous avez dit, ça renforce l'ardente obligation que nous avons de rester collés, chevillés aux intérêts supérieurs du peuple malien. Quand on dit du peuple malien, c'est dans toutes ses composantes, sans distinction de région, d'ethnie, de quoi que ce soit, pour que tous les Maliens se sentent un dans un pays indivisible, un État souverain. Et aujourd'hui, partout en Afrique, vous le savez mieux que moi, vous êtes sur les réseaux, tout le monde est fier du Mali. Donc en réalité, aujourd'hui, ce gouvernement-là, il n'a pas le droit d'échouer. Et le peuple malien n'a pas le droit d'échouer. Toute l'Afrique est en train de regarder le Mali. Toute l'Afrique. Donc chacun d'entre vous est porteur d'espoir aujourd'hui. Chaque Malien aujourd'hui porte l'espoir
des autres Africains. Et le gouvernement ne peut réussir qu'avec votre soutien, avec votre appui. Et c'est pour cela que quand vous rencontrez le prévenu, vous posez les problèmes. Je pense que c'est ça la responsabilité aussi. Parce que vous aurez pu aller mettre dans la presse, quelques articles de presse, mais généralement ça ne va nulle part. Mais celui qui a affaire le sentiment que vraiment il a cogné sur la tête du Premier ministre du gouvernement, ils vont voir. Mais généralement ça ne va pas loin. Mais cette façon-là, cette façon de faire, ça nous oblige à donner une suite. Parce que quand une partie des populations vient dire, écoute, le travail que tu fais là, il est bien, je suis content, je te soutiens, mais il y a des choses qui ne sont pas bien, il faut les corriger. Sans le dire, si tu veux que le soutien continue, il faut le corriger. Et c'est pourquoi chaque composant de la population aujourd'hui qui a besoin d'être écouté, moi je les écoute. Je les rencontre, je prends leur doléance, j'appelle les ministres dans mon bureau. Quand c'est nécessaire, je leur écris, je rencontre au président. Par ça aussi, ça nous permet, en plus du travail qui se fait dans les cabinets, de savoir qu'est-ce que les gens veulent, pour sentir le pouls du peuple rester collé. Si à la fin de cette transition, les Maliens en âme et conscience, chacun d'entre vous, ou en tout cas la majorité d'entre vous, indépendamment de ses opinions religieuses, politiques, régionales, se dit honnêtement, avant que cette équipe ne vienne au pouvoir, et maintenant, quand je les compare, je pense qu'ils ont beaucoup fait. Si la majorité des Maliens a ce sentiment, je pense qu'on aura accompli notre devoir de génération. Parce qu'en fait, c'est un travail de plusieurs générations pour redresser le Mali. Chacun doit poser une petite pierre, l'autre génération vient. Nous voulons que le nouveau pouvoir qui vient trouve qu'on a balisé le chemin pour lui. Sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'affirmation de la souveraineté de notre pays, de son indépendance, du respect qu'on nous doit, personne ne peut plus nous piétiner. Celui qui nous dit ce qui n'est pas bon, on lui dit qu'on n'est pas d'accord. N'est-ce pas? Si on a ce sentiment à la fin, la majorité des Maliens, je pense qu'on a réussi notre mission. Et vraiment, je voudrais vous remercier encore, dire bon courage, on compte sur vous. N'hésitez pas, quand il y a des problèmes, demandez des rencontres comme ça, on en discute sur la table. Si c'est nécessaire que des ministres soient invités, on les invitera. Et c'est comme ça qu'on fera avancer notre pays. Et le pays d'Ogon, je pense que tant qu'on n'aura pas pacifié cette zone-là, on n'aura pas la paix. J'ai l'habitude de dire que le colon a fait 38 ans pour quitter notre pays, entre le 22 septembre 1878 à Samousiré et le 20 juin 1916 à Ndrambukan. Mais il n'a pas eu la paix. Hein. Les gens ont continué à se révolter, ils n'ont jamais accepté. Vous vous rappelez la révolte des Dogons en 1920, qui est restée dans les annales de l'histoire. Et ce n'est pas pour rien que, je crois, c'est quand le plateau d'Ogon a été déstabilisé que tout le Mali a été touché. Donc travaillons pour que la région centrale, la région de Mopti, Ségou, qui sont considérés comme le centre, aujourd'hui soit stabilisée. Et après, petit à petit, on va stabiliser le pays vers le nord. C'est pourquoi le gouvernement vient d'adopter, peut-être ça va passer en Conseil des ministres, toute une stratégie de stabilisation du centre. Parce que notre conviction, c'est que tant que le centre n'est pas stabilisé, on ne peut pas parler de paix au Mali. Et là, c'est avec votre soutien, avec votre concours. Je voudrais donc vous remercier. Je vous remercie de l'écoute. J'ai été long, mais c'est nécessaire parce qu'il faut aussi qu'on vous explique les choses. Parce que vous aussi, vous êtes des porte-parole de vos communautés, de vos familles, des zones où vous êtes. Plus le peuple comprend ce de quoi ces dirigeants s'occupent, plus il le soutient ou il ne le soutient pas. Voilà ce que je voudrais vous dire. En tout cas, merci beaucoup et bon courage.